Mais bien avant, nous recevons ici Jean-David Kilolo, oui, qui nous rejoint ici sur ce plateau pour évoquer justement ces questions liées à l'actualité. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir. On a le plaisir de partager ce plateau, mais également, on reste sur l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Oui, des voix s'élèvent, et pas les moindres, justement, notamment pour analyser cet accord de paix signé entre la République démocratique du Congo, le contour, mais également ce que gagne la République démocratique du Congo dans cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Notamment, la dernière, c'était Thomas Louaka qui a suscité moult réactions, justement. On va évoquer ici sur ce plateau cet accord de paix. Comment concevoir, comment comprendre cet accord de paix? Parce qu'il y en a eu tellement, il y en a eu autant de processus qui sont venus bien avant, mais aujourd'hui on en est à l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Voilà, merci beaucoup madame, merci à ceux qui nous suivent. La question, la réponse, qu'est-ce que la RDC gagne? D'abord, dans un premier temps, la République démocratique du Congo espère gagner la paix. Parce que vous souviendra que cet accord signé le 27 juin, c'est un accord de Washington. L'objectif, c'est la paix contre, donc la sécurité contre l'exploitation des minéraux. Donc cette exploitation qui sera certainement faite par les États-Unis d'Amérique. Et vous le savez bien, madame, c'est que nous avons trois parties, la République démocratique du Congo, le Rwanda, ainsi que les États-Unis d'Amérique. Mais la paix, oui, mais cet accord est perçu sous différentes approches. Côté congolais, c'est la paix avant tout. La paix, la paix. Côté américain, c'est d'abord les business. L'affaire entre la RDC et le Rwanda, ça ne concerne pas les Américains. Pour eux, c'est d'abord les business. Et côté rwandais, c'est qu'ils sont en train de voir cet aspect sous l'angle purement beaucoup plus politique. Alors, lorsque vous essayez de voir toutes ces trois approches, ce qui fait que ça sera un peu compliqué et difficile parce que chaque partie prenante a sa manière de voir la paix. Alors qu'il aurait fallu que chaque partie prenante voit la paix dans un même sens pour parvenir certainement à une mise en œuvre. Alors ça sera vraiment très compliqué pour qu'on parle certainement de la mise en œuvre. Parce que vous le savez bien, quand vous lisez cet accord, on parle de l'évaluation qui devra intervenir 90 jours après. Oui, 90 jours, mais est-ce que durant les 90 jours, on va essayer de neutraliser l'FDLR, qui déjà, vous le savez très bien que c'est une nébuleuse en République démocratique du Congo. Ça fait plus de 30 ans que le Rwanda donne cet alibi qu'il y a les FDLR, et jusque-là, plusieurs incursions sur le sol congolais. Il vous souviendra, même l'ancien gouverneur Julien Paluku l'avait dit, que ce soit en informel ou que ce soit d'une manière formelle, le Rwanda était entré sur le sol congolais pour combattre les FDLR, mais jusque-là, les FDLR continuent toujours à être là. Est-ce que c'est vrai? Mais du tout, parce que depuis 1994 jusque-là, le Rwanda donne toujours la raison des FDLR. Les FDLR n'existaient plus en République démocratique du Congo. Si on veut compter les FDLR, ce sont des vieillards. Mais si on doit également écouter Paul Kagame, dans sa dernière sortie médiatique, il a évoqué clairement que le problème qu'il y a entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ce n'est pas qu'économique. Dire que c'est un problème purement économique, c'est avoir une approche assez biaisée. Il a évoqué notamment les questions politiques et la question des minorités, parce que c'est vrai aujourd'hui, cette question n'est pas très souvent mise au devant de la scène, mais la question persiste, c'est cette question des minorités, cette question également soulevée en interne par Corneille Nangaa lorsqu'il est allé en rébellion. On se dit finalement, est-ce que dissocier ces problèmes ne fait pas partie notamment de ce problème qui va continuer à persister? Voilà pourquoi je vous ai dit, il y a plusieurs approches. Il y a trois approches différentes, côté congolais, côté américain, ainsi que côté rwandais. Alors ces approches font assez qu'on ne puisse pas parler le même langage. Parce que c'est vraiment l'affaire congolaise contre le Rwanda, c'est vraiment une affaire très complexe qui demande des solutions holistiques, parce que c'est un problème existentiel. Vous savez, c'est un problème politique, c'est un problème économique, c'est un problème humanitaire parce qu'il y a des réfugiés qui sont là. Il y a aussi, c'est un problème aussi des minorités, tel que vous l'avez certainement évoqué. Alors, prendre cette affaire isolée, vous concentrez que sur
cette affaire purement politique et plutôt économique, oubliant d'autres aspects, c'est déjà aller dans l'échec. Parce que pour les États-Unis d'Amérique, ils ont pris cette affaire. Pour eux, c'est les business. Mais oubliant qu'il y a d'autres causes plus profondes que ça. Parce que si on n'arrive pas à bien traiter ces causes, madame, je vous dirais, même si on accepte que les États-Unis puissent certainement signer, mais aussi longtemps que les causes profondes ne seront pas abordées, ça sera vraiment très compliqué. On risque de se retrouver comme un mort-né. C'est un accord qui a été signé, mais la mise en œuvre risque de poser problème. Vous avez dit dès l'entame que la RDC et le Rwanda, ils ont signé plusieurs accords. Effectivement, plusieurs accords d'ailleurs ont été signés. Si vous prenez en 1998, au niveau de Lusaka, les accords ont été signés. Et si vous regardez très bien, si vous lisez cet accord, il y a des similitudes avec celui de Lusaka, où on parle aussi de la neutralisation des FDLR. Pour Lusaka, il fallait que ça se fasse dans les 2 mois. Alors qu'ici, c'est après 90 jours. Mais lorsque vous essayez maintenant d'entrer, c'est comme si rien n'a été fait. Il y a toujours la nébuleuse, il y a toujours de l'incertitude. Alors que lorsqu'on a signé après quelque temps, on a vu l'euphorie, d'euphorie surtout de la part des tenants du pouvoir. Mais l'euphorie sans pour autant oublier qu'il y a des problèmes majeurs à pouvoir résoudre. C'est que c'est un problème qui demande beaucoup plus le concours de tous les autres paramètres. Vous prenez les paramètres sécuritaires, le paramètre politique, le paramètre humanitaire, le paramètre économique. Une fois que vous résolvez tous ces paramètres, je vous dis que la solution serait quand même un tout petit peu trouvée. Mais entre-temps, on voit que la première partie, c'était l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, un accord de paix dont on parle notamment de la question dont vous avez évoqué, la question des FDLR et les États-Unis qui revient justement pour parler d'un accord minier qui ne pourra être signé que lorsque l'on arrivera justement à désarmer ces FDLR qui se retrouveraient, selon eux, et au sein du M23 et au sein des FRDC, d'où la question des Ouazélènes qui a été évoquée. Mais ça, c'est justement dans le processus, la deuxième phase où l'on demande au gouvernement de négocier avec le M23, la FC M23. Mais pour arriver justement à cet accord RDC, États-Unis, accord minier, ne sentez-vous pas que la République démocratique du Congo est partie prenante, mais pas avec beaucoup plus de décisions. Le cas, par exemple, des raffineries, pour arriver à raffiner, l'or qui revient de la République démocratique du Congo doit obligatoirement être raffiné au Rwanda. Pourquoi? C'est ça aussi notre faiblesse, lorsque vous essayez de voir. C'est la RDC qui était demandeuse de l'accord. C'est nous qui voulons certainement qu'il y ait l'accord, qu'il y ait la signature entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Mais on a vu, les États-Unis ont voulu beaucoup plus associer le Rwanda. Alors qu'il n'y a pas que le Rwanda dans la sous-région. Il y a l'Ouganda, il y a le Burundi. Alors, le fait de donner une part belle aux Rwandais, ne soyez pas surpris que demain, que l'Ouganda aussi puisse s'élever et que l'Ouganda dise aussi que moi aussi j'ai droit à la part du gâteau. Ne soyez pas surpris que le Burundi et d'autres nations au niveau de la sous-région. Alors, il aurait fallu que les États-Unis d'Amérique puissent quand même tout faire pour que, ici chez nous, en RDC, que cet accord soit signé entre la RDC et les États-Unis. Mais associer le Rwanda, moi je trouve que la solution ne serait pas trouvée. La solution ne serait pas trouvée. Il aurait fallu peut-être, dans ce cas, étendre le champ, voir le Burundi, voir aussi les autres pays de la sous-région pour résoudre. Parce que le Rwanda, il se considère comme un bébé capricieux à qui on donne tout ce dont il a besoin. Et les conséquences, c'est qu'on risque de se retrouver dans une spirale où on n'arrive pas à apporter des pistes de solution. Parce que vous allez lire, quand vous lisez bien, c'est presque ce que le Rwanda veut. Le Rwanda, aujourd'hui, il a parlé des FDLR. Et c'est comme si on accepte qu'ici, chez nous, il y a les FDLR. Alors que depuis plusieurs années, le gouvernement congolais a toujours dit qu'il n'y a jamais eu de FDLR ici, chez nous. Alors que ça, c'était c'est que le Rwandais était en train de dire, de faire montrer beaucoup plus à la face du monde qu'il y a des FDLR. Des FDLR qui jusque-là, ils ont fait plusieurs incursions ici chez nous. Et il n'y a jamais eu des preuves montrant qu'il y a des FDLR.
Où sont les FDLR? Est-ce qu'aujourd'hui, les Rwandais peuvent nous présenter 100 FDLR ici chez nous en République démocratique du Congo? Il n'y en a pas. Alors pourquoi nous, on peut accepter qu'il y a des FDLR? Donc aujourd'hui, on peut dire quand même que l'accord de paix ne pourra être effectif et complète que lorsqu'il y aura cet accord finalement entre le gouvernement et les mouvements rebelles et en République démocratique du Congo, notamment le M23. C'est ça le problème, parce que quand vous lisez l'accord de Washington, l'accord du 27 juin, il y a une incise qui dit le dossier de M23 sera réglé au niveau de Doha, comme si le M23 n'est pas un groupe rebelle. Alors que au niveau de l'accord, on parle de la neutralisation des groupes rebelles. Alors, comment on pourra certainement comprendre? C'est que pour le mouvement groupe rebelle, il y a un traitement, mais pour le M23, il faut que ça soit réglé au niveau de Doha. Là aussi, il y a beaucoup de questions à pouvoir se poser. C'est comme si le traitement du M23 est différent des traitements des autres groupes rebelles. Alors qu'il aurait fallu qu'ils soient tous traités de la même manière. Parce que le fait d'être traité avec le M23 au niveau de Doha et que les autres groupes rebelles, parce qu'au niveau de l'Est, il n'y a pas que les M23, il y a plus de 400, 500 groupes rebelles qui sont là, qui écument l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, puisqu'il y a ces groupes rebelles qui sont là, pourquoi, par rapport à leur traitement, il faut un traitement tout à fait particulier, mais concernant le M23, on a dit, le gouvernement a dit que les M23 qui sont soutenus par le Rwanda, il faut aller au niveau de Doha. Et d'ailleurs, on espère qu'au niveau de Doha, les négociations devraient commencer cette semaine. Allons-y si ça commence cette semaine. Pourquoi ça n'a pas tenu? Il y a Doha 1, Doha 2, Doha 3, Doha 4, Doha 5. Aujourd'hui, c'est peut-être Doha 5 ou Doha 6. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est au niveau des préalables. Ce sont des préalables soulevés par l'M23, des préalables soulevés par le gouvernement, et ça bloque. Et ça n'arrive pas totalement beaucoup plus à avancer les choses. On a cru qu'en signant l'accord du 27 juin, les choses allaient certainement se décanter si facilement, mais on commence beaucoup plus à aller vers le doute parce que jusque-là, les groupes rebelles M23 continuent à garder ces positions. Mais entre-temps, en quoi est-ce que l'accord le processus de Doha est différent du pacte pour la paix que veulent les évêques, notamment la SANCO et les CC, parce que justement, c'est pour résoudre cette crise en interne avec les mouvements rebelles, notamment les démarches qu'ils ont fait pratiquement. Ils sont allés voir les pays, le président du Rwanda, ils sont allés voir les présidents européens, ils sont allés à Goma rencontrer justement l'AFCM 23, n'est-ce pas que c'est un peu plus similaire, mais avec une idée un peu plus nationaliste que le processus de Doha, qui voudrait justement que ce dernier puisse négocier en vue d'une suite à l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Effectivement, si vous essayez de voir, il y a une complémentarité par rapport à ça. Et les évêques, d'ailleurs, ça c'est une démarche combien louable, les évêques ont eu beaucoup plus à mener leur démarche presque partout. Ils ont été dans toutes les chancelleries, dans toutes les capitales africaines de la sous-région. Question des évêques, c'est de pouvoir mettre tout le monde autour d'une table. Alors, au niveau de Doha, c'est un problème qui concerne certainement le groupe rebelle, le gouvernement ainsi que le M23. Mais ça ne va pas résoudre le problème, madame. Vous allez voir, lorsque vous suivez les processus, il y a d'abord déclaration des principes. Au niveau des déclarations de principes qui a été faite par le gouvernement congolais ainsi que le M23, ça vous met dos au mur, ça vous dit, vous devez négocier en interne. C'est que tout ce que nous sommes en train de faire, que ce soit au niveau de Washington, que ce soit au niveau de Doha, même si ça peut être au niveau des Lomé, on va toujours chuter par de dialogue en interne. Parce que aujourd'hui, le problème congolais, c'est un problème qui demande des solutions holistiques, des solutions globales. Parce que c'est un problème existentiel. Et chaque groupe, chaque composante a ses revendications. Et ces revendications peuvent trouver solution qu'autour d'une table. Il faut qu'ils se parlent. Aujourd'hui, au niveau de Doha, ils seront limités. Doha, oui, ok, c'est bon. Une fois qu'il y aura des solutions, vous allez voir qu'il y aura encore une autre
incise qui sera trouvée. Parce que ce qui sera trouvé au niveau de Doha, ça sera complété au niveau de l'accord de Washington. Et au niveau de l'accord de Washington, au niveau de ce qui se passe au niveau de Doha, ne soyez pas surpris qu'on demande à ce que les Congolais puissent parler. Parce que quand ils vont là, les M23, une fois qu'ils vont aborder leurs problèmes existentiels, ils seront obligés de demander à ce qu'il y ait d'autres revendications. Et ces revendications demanderont à ce que le peuple congolais puisse se retrouver, que le peuple congolais puisse se parler. Vous savez, madame, nous sommes allés au niveau de Washington, nous sommes allés au niveau de Doha. Le problème congolais, je l'ai dit, je continue encore à le redire, c'est un problème existentiel. Nous devons beaucoup plus activer la dynamique interne. Cette dynamique interne facilitera à ce qu'on pousse, à ce que les Congolais se parlent entre eux. Parce que vous allez vous rendre compte qu'au niveau de Washington, au niveau de Doha, je dirais que le temps est en train de passer, mais nous sommes en train de tourner tout autour. Nous tournons tout autour. Alors que la solution est plus proche de nous. C'est la solution proposée par les évêques. D'ailleurs, quand le chef de l'État les a reçus, il leur a dit, il veut beaucoup plus élargir, étendre, parler, voir avec les évêques, et puis voir aussi avec les pasteurs, vouloir un peu parler aussi, associer des pasteurs. Tout ça, ça sera bienvenu, pourvu que la guerre puisse cesser. Mais entre-temps, il n'y a pas d'interdit. Aujourd'hui, on se dit, si les uns, parce que ce n'est pas une première également de signer des accords, vous l'avez évoqué, quels sont les préalables pour si un des partis, je dirais une des parties quand même, n'accepte pas ou encore ne se soumet pas à l'accord? Oui, et heureusement, c'est qu'il y a le mécanisme de suivi. Ce mécanisme de suivi, quand vous lisez l'accord, vous avez les États-Unis d'Amérique, vous avez les Qatar, vous avez la RDC, vous avez aussi le Rwanda qui est là. Il y a des mécanismes. Il y a des mécanismes qui doivent certainement évaluer. Déjà, lorsqu'on a suivi la sortie médiatique du président rwandais, on sent qu'il y a un ras-le-bol. On sent que de sa part, il n'y a pas cette volonté de la mise en œuvre de l'accord. Quand déjà il y a deux parties qui sont en conflit et ces deux parties ont signé l'accord et que l'une des parties commence beaucoup plus à tergiverser, on comprend qu'il n'y a pas de bonne foi et que ce sont les États-Unis qui veulent beaucoup plus s'imposer. Alors que dans la signature des accords, il ne faut pas qu'il y ait l'imposition. Il faut qu'il y ait d'abord la bonne foi des partis. Que le parti converge et que le parti dise nous devons certainement aller à la paix pour qu'il y ait la paix. Alors, on a tendance que c'est comme si ce sont les États-Unis qui veulent, qui imposent. La RDC veut à ce qu'il y ait la paix, mais l'autre parti ne veut pas. La preuve, c'est que c'est cette sortie médiatique qui, vous sentez qu'il est là, à potentat, qui, c'est comme s'il n'a peur de personne, alors qu'il devait certainement être beaucoup plus conciliant. Hein, on a vu, du côté congolais, il y a une certaine résilience, il y a une certaine réticence, et qu'on ne veut pas beaucoup plus palabrer, on compte beaucoup plus sur la bonne foi de l'autre parti qui est le Rwanda, mais côté rwandais, ce n'est pas dans ce sens-là. Et d'où ça demande beaucoup plus une certaine vigilance. C'est que la vigilance, les États-Unis qui devra superviser le respect de l'accord et aussi le Qatar, d'ouvrir l'œil et le bon. Parce que le Rwanda veut se comporter comme petit Israël en Afrique. Vous savez, Israël est soutenu par les États-Unis et Israël peut faire ce qu'il veut et puis il demande juste que les États-Unis puissent faire ce que l'Israël est en train de faire. Et on a comme l'impression que le Rwanda veut se comporter ainsi. Il veut se comporter comme un petit Israël dans la sous-région et qu'aujourd'hui, il peut dire que s'il attaque, il attaque, alors que ce n'est pas ça. La RDC doit aussi jouer sa partition. La RDC ne doit pas se sentir comme si c'est le Rwanda qui a le monopole de la violence. Mais au regard de tout, la RDC devra quand même tirer des leçons, au regard de ces accords qu'on sera obligé de signer pour justement penser à retrouver la paix. La RDC doit tirer des leçons, notamment la question du renforcement de l'armée, de questions politiques en interne, et coalition également, pour permettre à ce que la République démocratique du Congo en soi puisse être un État souverain, autonome, également arriver à décider aussi à
à faire peur. Effectivement. Aux voisins, parce qu'on en a des voisins. On a des voisins. Ce qui va nous faire respecter, nous, ce ne sont pas ces accords. On peut signer autant d'accords. Mais ce qui va nous faire respecter, nous, c'est la force de frappe qu'on doit disposer. On doit avoir une armée républicaine, une armée forte. Dissuasif. Une armée dissuasive. Voyez l'Angola. L'Angola est là, madame. L'Angola, on ne parle plus d'Angola, c'est-à-dire qu'on a peur d'Angola. Parce que l'Angola s'est fait une image. L'Angola a une armée. Le Rwanda et l'Ouganda, presque dans la sous-région, la RDC doit avoir une armée. Si on veut se faire respecter, vous allez voir même ces accords-là, on ne va plus commencer à signer. On ne va plus commencer à nous imposer. Qui aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous savez quoi, les États-Unis devraient certainement superviser, devraient prendre en compte tous les aspects dont on a énuméré. Les aspects sécuritaires, les aspects politiques. Qui dit aspect politique? Demandez à la RDC de négocier avec les M23, demandez aussi au Rwanda de négocier avec l'FDLR. C'est le rôle que les États-Unis devraient jouer. Ils demandent à la RDC, vous devez négocier avec... Pourquoi la RDC doit négocier avec les M23? Effectivement, mais le Rwanda doit traquer les FDLR. C'est ça le problème. Et dans la partie traque également, c'est la RDC qui doit se charger de traquer. Non, non, ça c'est un problème purement rwandais. C'est purement rwandais. Alors il aurait fallu que les États-Unis exercent cette pression. C'est-à-dire la pression politique sur le Rwanda. Rwanda, vous devez traquer vos ennemis qui sont les FDLR. RDC, vous devez aussi négocier avec l'M23, tout comme le Rwanda devrait aussi négocier avec l'FDLR. Et là, on est quitte-quitte. Et non pas, d'une part, être beaucoup plus complaisant par rapport à la RDC. Là, vous demandez la RDC, vous voulez que la RDC négocie avec l'M23 au niveau de Doha, mais quant à ce qui concerne le problème des FDLR, vous laissez, vous dites non, il faut la neutralisation. Voilà pourquoi nous, la RDC, pendant cette période, vous l'avez dit, il faut qu'on puisse tirer des leçons et des bonnes leçons. Les bonnes leçons, c'est d'avoir une armée dissuasive. Parce que si on a une armée dissuasive, on ne viendra pas nous imposer qu'on puisse négocier avec des groupes rebelles. Nous allons rester dans notre slogan pour dire que les M23, ce sont les rebelles, et puisque plutôt ce sont les terroristes, et puisque ce sont des terroristes, nous n'allons pas négocier. Mais aujourd'hui, la tendance commence beaucoup plus un peu à changer. On ne parle plus des terroristes parce que nous sommes en train de négocier avec eux. Parce que, d'une part, il y a un problème au niveau de l'armée. Mais nous espérons, avec ce qui est en train d'être fait, le gouvernement est en train de tout faire quand même pour doter l'armée de moyens qui peuvent aider notre armée à faire face à toute éventualité. Pourquoi pas aussi assurer l'intégrité territoriale. Jean-David Kilelo, merci. Merci, madame. Et mes téléspectateurs, nous allons poursuivre cette fois-ci pour prendre notre spécialiste en sport. Vous le savez, les Léopards dames de la RDC prennent part à la phase finale de la Coupe d'Afrique de Nations. Et oui, première sortie manquée. La deuxième sortie, ce sera face au Maroc. Eh bien, on va évoquer cela ici sur ce plateau, mais également avec la venue du nouveau comité de normalisation, le CONOR, qui a en tête Madame Belinda Loutadila, eh bien, avec comme mission notamment d'organiser les élections. On va évoquer cela ici sur ce plateau, notamment avec beaucoup plus d'actualités internationales, notamment la Coupe du Monde de clubs, avec les demi-finales PSG, Real, Chelsea, également Fluminense. On va ici tout déballer avec le sport avec Christian Bokaye. C'est tout de suite.